il est désormais de notre méthode de travail d'échanger avec tous ceux qui sont susceptibles de nous éclairer sur notre action, qui peut nous apporter une contribution utile, parce que nous n'avons pas la prétention d'avoir toujours raison en ce que nous faisons, nous n'avons pas la prétention d'avoir la science infuse. Donc toutes les fois que notre action peut être éclairée, nous sommes preneurs. Et c'est la raison essentielle de la rencontre ce matin, d'autant que depuis quelques jours, il règne une atmosphère de préoccupation un peu généralisée en ce qui concerne le déploiement des vacataires dans l'enseignement secondaire. Vous savez, depuis quelques années, nous avons entrepris d'améliorer les conditions de prise en charge de nos enfants dans le secondaire. Nous avons un déficit important de nombre d'enseignants dans le secondaire et un déficit de qualité. Nous sommes attaqués à cela donc depuis quelques années, en commençant par constituer une base de ce que nous appelons aspirants, ceux qui ont la vocation d'enseigner, qui ont un minimum de compétences. Et nous avons commencé à faire des évaluations pour préqualifier ceux qui disposent donc du minimum requis. Et cela pour pallier donc à ce problème d'insuffisance de qualité de ceux qui ont la charge d'accompagner nos enfants. Et en ce qui concerne le déficit de quantité, malheureusement, nous n'y sommes pas encore. De sorte que, malgré notre volonté acharnée d'améliorer les conditions de prise en charge de nos enfants dans l'établissement secondaire, nous n'y sommes pas encore. Vous savez très bien que les évaluations qui ont été faites ces 3 dernières années pour nourrir la base de données n'ont pas permis d'avoir le nombre suffisant de personnel qualifié pour tenir les salles de classe. Tout le monde est d'accord avec nous que ce qu'on a pu observer, que les enseignants sont déployés alors qu'ils n'ont pas le minimum requis. On a fait des tests à des enseignants ou sur des épreuves de mathématiques qui ont 0. On a observé qu'il y a des gens qui sont des professeurs de français, ils parlent à peine français. Et dans la base de données, nous avons bien que, abaissant le niveau d'exigence au minimum possible, nous avons un nombre d'enseignants potentiels largement inférieur encore aux besoins. Nous avons jusque-là, jusqu'à l'année scolaire écoulée, déployé les enseignants disponibles dans la base et un complément a pu être fait chaque fois dans les localités, dans les établissements, à ce que les uns et les autres ont sous la main. De sorte que cette façon de fonctionner compromet totalement l'objectif. C'est à quoi? De sélectionner des gens, d'évaluer des gens, de dire que c'est ceux-là qui ont le minimum requis, à qui on peut copier les enfants dans les diverses disciplines, dans diverses matières. Et une fois qu'on a fini, qu'on les a déployés, on constate donc qu'il y a encore un trou, et puis après on recrute qui on veut pour compléter ce nombre-là. Il vaut mieux continuer comme avant, si ça doit se passer ainsi. Donc nous avons décidé qu'à partir de cette année, nous allons nous limiter exclusivement aux enseignants qui sont dans la base de données, c'est-à-dire ceux qui ont le niveau minimum. Nous sommes descendus pour des épreuves, jusqu'à 8 de moyenne, là où on estime qu'un enseignant qui a moins de la moyenne du niveau de connaissance minimum requis ne peut être retenu comme aspirant dans le domaine. Nous avons fait l'effort d'aller jusqu'à 8 de moyenne, vous le savez très bien, et on estime qu'en dessous, ce n'est pas responsable de retenir ces personnes-là et de confier nos enfants. Alors, déployer donc ce dont nous disposons, les aspirants dont nous disposons pour tenir les classes à l'intérieur du pays et peu partout, si telle est notre exigence, dans quelle mesure cela est possible, dans quelle mesure ce nombre peut être déployé pour satisfaire l'ensemble des heures de cours nécessaires.
Jusque-là, il y a un standard, il y a des normes que nous essayons de respecter dans le pays. Ne pas donner à un enseignant plus de 18 heures ou 20 heures de cours, y compris l'animation pédagogique. Mais voilà qu'on ne peut faire qu'avec ce qu'on a. Si nous avons beaucoup d'enfants dans le pays qui sont à l'école, qui sont scolarisés, et que nous avons peu d'enseignants, on fait quoi? Est-ce qu'on décide que le peu d'enseignants qu'il y a, on essaie de les répartir et leur donner une masse horaire compatible avec les besoins? Ou bien on dit non, nous avons beaucoup d'enfants, nous avons peu d'enseignants, mais certains enfants vont rester sans professeur, sans enseignant. Ou que à certains, on les confie à des enseignants qui n'ont absolument pas le minimum de connaissances nécessaires. Ce serait même un crime contre certains de nos enfants, surtout que ce sont souvent des enfants qui sont dans les localités éloignées des agglomérations. Puisque les enfants qui ont la chance d'être dans les grandes villes ne sont souvent pas confrontés à ces problèmes de manque d'enseignants. Nous allons aggraver la fracture sociale, la disparité et le défaut de chances équitables pour tout le monde. On ne peut pas être responsable et croiser les bras et ne rien faire du tout. Donc, déployer le peu d'aspirants enseignants que nous avons pour satisfaire l'entièreté de nos besoins en matière d'enseignants. Chaque fois que nous aurons des enseignants de plus, nous les prendrons. À cela s'ajoute le fait aussi que les aspirants enseignants qui, jusque-là, on les appelait vacataires, et puis nous sommes en train de changer d'appellation parce que la dynamique change, sont dans la précarité. C'est des gens dont nous avons besoin, dont le pays a besoin, qui ont un minimum de connaissances, de compétences, mais c'est pas depuis plus d'une dizaine d'années, ils sont employés, déployés, sans avoir la chance d'avoir une carrière d'enseignant. Ils peuvent travailler ainsi pendant 10, 15, 20 ans et finir sans avoir un minimum de retraite. Cette qualité ne peut pas être entretenue par l'État. Si dans le pays, nous avons des gens qui ont le minimum capable d'enseigner, nous avons besoin d'enseignants, et que nous les déployons pour donner de l'enseignement aux enfants, il faut aussi qu'ils aient un minimum de conditions de travail, afin que, de par leur métier, ils trouvent également satisfaction à leurs besoins matériels. Donc, nous avons décidé également régler le problème de qualité de nombre, régler tout doucement les conditions de travail de ceux-ci pour qu'ils sortent de la précarité. On a constaté que les gens sont utilisés et ne cotisent même pas à une caisse de retraite. Et ça ne gêne personne. Tous les ans, on reprend les mêmes, on les déploie pendant 9 mois, on paye quelque chose, et puis celui qui est dans ce cycle-là, au bout de 10, 15, 20 ans, il peut finir sa carrière comme ça et ne pas avoir un sou à la fin comme retraite. Notre rôle donc est de régler l'ensemble des problèmes avec nos moyens, en tenant compte des exigences, des besoins pour les uns et les autres et trouver le bon arbitrage. C'est ainsi qu'au titre de cette rentrée, et pour finir de régler le problème, nous avons examiné le nombre dont nous disposons, le besoin en termes d'heures de cours, et l'arbitrage a donné une quantité d'heures de cours affectées par enseignant aspirant, je crois, de 30 heures. Ce qui, effectivement, il faut le constater, est largement au-dessus des normes dans lesquelles nous sommes. Je crois qu'aujourd'hui, c'est à peu près 20 heures qu'il est convenable de donner à un enseignant pour qu'il assume convenablement sa charge, pour qu'il travaille convenablement et que et lui et les enfants soient dans des conditions optimum de succès. Donc, si on donne à un enseignant, on passe de 20 heures à 30 heures, c'est lui demander pratiquement l'impossible. Et c'est pour cela que, n'ayant pas le choix, nous avons dit, nos vacataires, nos aspirants, on va leur demander ce qu'ils veulent bien, là c'est pas obligatoire, c'est pas obligé. On va leur demander ce qu'ils veulent bien, d'accepter d'aller jusqu'à 30 heures de cours, pour que tous les enfants aient la chance d'avoir un professeur dans chaque matière. Et c'est le tollé. À jamais, ce n'est pas possible
personne ne peut le faire. Moi, je demande, mais j'ai observé aussi que quand on fait le point des heures supplémentaires, qu'on observe que beaucoup d'enseignants prennent des heures supplémentaires, et quand on fait le cumul, on observe que les gens dépassent même parfois 30 heures de cours par semaine. Si physiquement les élèves sont capables d'aller jusqu'à 30 heures de cours avec 20 heures standard et 10 heures supplémentaires, ça veut dire que physiquement c'est possible. Ça veut dire que intellectuellement c'est possible. C'est vrai qu'il y a une compensation suffisante. Mon obligation vis-à-vis de mon employeur ou de l'État, c'est 20 heures de cours. Une fois que j'ai satisfait cela, si j'ai encore du potentiel, je peux aller prendre ailleurs, ou même toujours avec le même employeur, 5 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures de cours en heure supplémentaire. Et je suis payé pour ça. Ce qui veut donc dire que quand il y a une compensation financière, elles sont capables d'aller au-delà de 20 heures. Alors, c'est possible alors. Donc, on peut trouver un accord. Nous offrons de vous donner des contrats, mais au même moment, nous allons apporter une certaine compensation à la mesure de nos moyens. Au lieu que ce soit des heures supplémentaires, et qui, quand on observe la réalité des choses, on voit combien les gens sont capables de le faire, nous allons plutôt rentrer dans une dynamique de sortir de la précarité. Moi, je préfère, en tant que responsable au plus haut niveau en matière de sécurité de travail et de confort de vie aujourd'hui et demain, je préfère promouvoir un modèle qui fait que la personne travaille, a droit aux prestations sociales et a droit à une retraite, même s'il n'y a pas un emploi permanent. Il est possible, sans avoir un emploi permanent le même pendant 20 ans, il est possible d'être dans un emploi qui change tous les ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans, mais à la fin, au bout des 20 ans, 30 ans, d'avoir une retraite. Donc nous avons proposé, et nous avons dit, même pour l'intérêt de nos concitoyens qui sont concernés, qui sont intéressés par l'enseignement et qui n'ont pas encore un contrat définitif, avant d'y aller, puisque nous allons maintenant y aller, avant d'y aller, nous allons proposer quelque chose en compensation des efforts supplémentaires qu'on va leur demander, quelque chose qui les rapproche de l'idéal, qui est que s'ils travaillent pendant 10 mois, pendant 9 mois, qu'ils cotisent à une caisse de retraite et que l'État le prendrait en charge. Donc que ce soit un emploi véritable, qui a un coût pour l'État, mais qui a un coût pour eux, c'est que c'est un effort supplémentaire. Notre souhait est que dans les années à venir, l'année prochaine ou dans 2 ans, pouvoir leur donner un contrat définitif. Au lieu de renouveler un contrat du genre pendant 10-15 ans, pourquoi ne pas faire des gens, des enseignants plein temps pour stabiliser leur vie professionnelle et pouvoir compter sur eux indéfiniment au lieu que ce soit chaque fois un recommencement. Donc, nous sommes dans une dynamique évolutive, mais qui doit avoir comme conséquence la satisfaction de notre besoin, des besoins du Bénin en matière d'enseignants pour nos enfants dans les collèges. Et il n'y a pas que les Béninois, les enfants dont les parents ont les moyens de leur payer des écoles privées qui ont droit à l'éducation. La majorité des Béninois, le plus grand nombre, n'a pas les moyens de payer des écoles privées. Et nous ne sommes pas là pour satisfaire que les besoins de ceux qui ont l'argent. Il faut que les ressources du Bénin servent au plus grand nombre. Donner de l'éducation, de l'instruction, du métier au plus grand nombre de nos enfants par les moyens dont nous disposons. J'ai vu que ça a soulevé tellement de polémiques que je dis, bon, nous allons rencontrer ceux qui peuvent nous éclairer, les syndicalistes, les représentants des aspirants. Est-ce que nous sommes de bonne foi? Est-ce que c'est un péché de vouloir régler nos problèmes avec ceux dont nous disposons et savoir quelles sont leurs limites? Si la chose n'est pas réaliste du tout,
que c'est inimaginable, nous allons voir quel accommodement il faut trouver à cela. Donc, qu'est-ce qui est impossible à imaginer ou à faire dans cette nouvelle dynamique? Quelles sont les appréciations qu'il faut faire et quelles sont les suggestions que vous voulez nous faire pour que, dans tous les cas, le Bénin rompt définitivement avec ce passé qui est que ne va à l'école convenablement que l'enfant dont les parents ont les moyens financiers. Pour nous, les enfants pauvres ont également droit à l'éducation. Et il faut que l'argent que le Bénin collecte par les impôts serve à tout le monde et principalement au plus grand nombre. Voilà, mesdames et messieurs, ce à quoi nous sommes confrontés. Et je voudrais recueillir vos commentaires sur la question et vos suggestions. Au nom des 6 confédérations qui travaillent en unité d'action, nous vous remercions pour avoir spontanément convoqué cette réunion afin qu'on puisse échanger, parce que peut-être quand on n'échange pas, on ne se comprend pas. Vous avez donné des explications et nous aussi, on voudra aussi dire ce qui nous inquiète par rapport à par rapport à la mesure. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais aussi, nous devons reconnaître que des efforts sont faits par votre gouvernement depuis 2016. Des efforts par rapport à l'enseignement, parce qu'on était tout le temps dans les enseignants vacataires. On est sorti de ce système-là qui était vraiment où les gens n'étaient pas sédentarisés, ils étaient pratiquement dans le nomadisme. Ils sont par ici, par là. Mais depuis un moment, depuis que vous êtes arrivé, vous avez cette intention de fixer les gens, d'éviter que ils soient totalement dans la précarité. Même si cette précarité est là encore, elle est relative, mais il y a quand même un mieux-être par rapport à ça, et il faut vous le reconnaître. Il faut aussi vous le reconnaître aussi que vous avez décidé d'accompagner ces travailleurs bien préinsérés en les inscrivant à la CNSS. Il y a de petits efforts par-ci par-là qui sont forts sur le plan financier pour qu'ils soient dans de meilleures conditions de travail. Donc on doit reconnaître tout cela et vous remercier pour ces efforts-là qui sont notables. Et on comprend un peu votre souci. Le souci pour vous, c'est que tous les Béninois, les enfants, même dans les points les plus reculés, puissent avoir accès, n'est-ce pas, à l'école, parce que c'est des Béninois. On comprend ce souci-là. Et on sait aussi que vous avez envie de voir un système éducatif performant. Et des efforts sont faits aussi dans ce sens-là. Donc vous voulez une offre éducative de qualité. Quelque part, vous et nous, si nous avons réagi, c'est parce que vous et nous, quelque part, on se rencontre quelque part. Nous avons aussi, nous voulons aussi pour le système la qualité. Et donc, quand cette décision nous a été annoncée, nous donner 30 heures, nous avons tiqué. On s'est dit, mais comment le pouvoir qui veut un système éducatif performant, une offre éducative de qualité, comment, eh bien, le pouvoir peut prendre cette décision-là? Bon, on peut se tromper de bonne foi. Et il faut que nous puissions réagir et pour qu'on puisse nous écouter. Et je crois qu'en échangeant, on trouvera, n'est-ce pas, le modus vivendi, le bon milieu pour meilleur de nos enfants et pour le système éducatif que nous souhaitons performer. Alors, quand nous prenons ces 30 heures pour nos préinsérés ou ce qu'on appelle les aspirants aussi, l'enseignant, il travaille d'abord à la maison, il travaille en classe, et après la classe, il se retrouve encore dans une autre situation. Donc il doit se préparer à la maison. C'est là qu'il doit faire le gros travail. Surtout que nous sommes dans l'approche par compétence, il doit faire le gros travail à la maison. Même si ce n'était pas l'approche par compétence, on se prépare aussi à la maison. Mais ici, c'est encore plus exigeant. Et quand on donne à 30 heures à un aspirant, un professeur, même s'il n'est pas aspirant aussi, quand on donne 30 heures, il est avec des classes, il a plusieurs groupes pédagogiques. Il a peut-être la 6e, il a la 5e, il a la 4e. C'est des préparations différentes.
il a au moins 2 ou 3 préparations différentes à faire. Il doit faire la préparation de tête lointaine, chercher les documents qu'il faut, une bibliothèque et tout, et la préparation immédiate, faire la fiche, préparation mentale, se préparer vraiment sur la fiche à bien maîtriser, dominer ce qu'il veut enseigner, ça prend du temps. Ça requiert du temps à la maison. Et donc, après avoir fait tout cela, s'il se retrouve au travail, en classe, en situation de classe, il doit dérouler son cours. Il a encore un travail à faire là. Et là, s'il doit faire 30 heures, il doit rester debout 6 à 8 heures par jour. Si c'est 30 heures. 6 à 8 heures, parce que dans l'enseignement, nous ne nous enseignons pas. Le professeur ne vient pas s'asseoir en classe. L'instituteur ne vient pas s'asseoir. Il s'assoit quand il a fini, il est à la fin de l'heure pour remplir le cahier de texte et signer. Donc tenir debout 6 à 8 heures par jour, c'est irritant, ça laisse quinter. En dehors de ça, s'il doit faire de la bivalence, parce qu'il y a aussi cet aspect, c'est couplé. Bivalence, il doit enseigner une seconde matière. Il n'a pas une connaissance, il a un problème au niveau de la connaissance, parce qu'un professeur à l'université n'a pas appris à faire des mathématiques. Et il doit aller faire mathématiques ou physique pour compléter. Il est limité en connaissance. Cette connaissance s'arrête, c'est ce qu'il a appris des mathématiques en terminale au maximum. L'autre chose, c'est que quand il est dans cette situation où il doit être bivalent, il ne maîtrise pas l'approche pédagogique de la seconde matière. Parce que LVT, l'approche méthodologique est là. Et français, il y a son approche méthodologique et tout. Donc il ne maîtrise pas ça. Du point de vue pédagogique, il a des problèmes. Du point de vue des connaissances, il a des problèmes. Même ce qui est un comité, avec des gens qui sont des experts, avec les autres différentes parties, et de même temps, pour qu'on voit un peu, quelles sont les solutions qu'on peut vous proposer. Ça fait des années que nous sommes confrontés au même problème, nous l'observons. Et je pense que sur le diagnostic, sur le constat, il n'y a pas de divergence. Que nous n'avons pas le nombre d'enseignants nécessaires. Nous n'avons pas le nombre d'enseignants qualifiés nécessaires. Et quand même nous disons, nous allons prendre, pas les enseignants les plus capables, les plus compétents, les plus capés, non. On va descendre voir celui qui a le petit minimum qu'il faut. Nous allons le prendre parce qu'il vaut mieux amener un enseignant dans une classe qui dispose du minimum que de laisser l'enfant tout seul à défaut d'avoir l'enseignant qui dispose du maximum. Nous avons fait cela et nous avons retenu tous ceux qui disposent du minimum. Il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont moyens, il y en a qui sont vraiment juste limite. On a dit allez on y va, il vaut mieux parce qu'on a besoin d'hommes. On les a recensés et on veut les déployer. On les déploie, on constate qu'en les déployant tous, on a toujours un manque important. On a toujours un déficit important. Et on observe que pour combler ce déficit, les gens vont chercher ceux qui ne disposent pas de minimum, ceux qui ne connaissent rien du tout, on va les chercher, on les déploie dans les classes. Et de jour en jour, d'année en année, on observe ces enfants qui accumulent des lacunes, qui évoluent sans connaissance, sans éducation, et on prépare un Bénin de demain commun. Et c'est le grand nombre. Et que c'est les enfants qui sont dans les agglomérations, dont les parents ont les moyens, qui parviennent à avoir une prise en charge convenable. Et nous avons dit, depuis, mais on ne peut pas continuer de croiser les bras. Moi, j'aurais honte à finir mon mandat en laissant les problèmes que j'ai trouvés tels quels, sans faire le minimum d'efforts qu'il faut, sans le moindre effort, pour corriger ces insuffisances-là. Et pourtant, les Béninois payent des impôts. Ils payent de plus en plus leurs impôts. Nous avons quelques revenus pour lesquels chacun espère que cela servira à régler ces problèmes, notamment les problèmes essentiels, la santé, l'éducation. Et l'avenir de notre pays, si le pays ne va pas bien aujourd'hui, ne sont pas développés, nous sommes dans la pauvreté, on ne va pas quand même
vouloir espérer et construire une pauvreté durable pour dire que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants vivront dans la même situation que nous, voire pire. Nous disons que le peu d'enseignants que nous allons les déployer au-delà du standard, au-delà de ce qui est recommandable. Parce qu'on n'a pas le choix. Si faire 20 heures de cours, y compris l'animation pédagogique, est l'idéal, à défaut de l'idéal, nous allons faire quelque chose au moins qui règle un peu le problème. Surtout qu'on observe que beaucoup de ces enseignants, beaucoup d'entre vous, même vous-même, vous faites beaucoup d'heures supplémentaires au-delà du standard. J'ai les chiffres. Alors, si les sont capables de faire des heures supplémentaires, ça veut dire qu'ils sont capables de le faire. Peut-être avec moins d'efficacité. Si on pouvait maintenir tout le monde dans le système avec le niveau maximum d'efficacité, on le ferait. Mais à défaut d'avoir un niveau maximum d'efficacité, nous allons avoir le niveau minimum d'efficacité. Et pour le minimum d'efficacité, pour que chacun ait la chance au moins d'entendre pendant son cycle ce qu'on appelle mathématiques, ce qu'on appelle physique, ce qu'on appelle anglais, français, nous allons déployer des gens avec le minimum qu'on estime acceptable. Et nous avons donc fait des calculs simples pour voir quelle est la masse horaire qu'il faut donner à chacun d'entre eux pour que tous les enfants aient la chance d'avoir ce minimum-là. C'est vrai que cette masse horaire paraît énorme. Mais comme on s'est rendu compte également que les gens le font par ailleurs, contre compensation financière, et comme vis-à-vis de ceux-là, nous n'avons aucune obligation, nous leur proposons, voulez-vous prendre des enfants pour 30 heures à nos conditions financières que voici? C'est ceux qui veulent bien. Ceux qui sont capables vont le faire. Ceux qui me disent, ah non, moi je ne suis pas capable de le faire, ils ne prennent pas. Mais nous avons l'obligation de trouver des solutions au problème des Béninois, au problème de nos enfants. Mais nous disons ceux qui vont accepter de le prendre, ce ne sera pas contre 0 francs. Un effort supplémentaire a besoin d'être récompensé. Même si ce que nous apportons comme compensation financière n'est pas à la hauteur de l'effort, il y a quand même un minimum de compensation que nous apportons. Surtout que nous voulons construire quelque chose qui, in fine, va arrêter la précarité dans laquelle ils sont, ces enseignants aspirants à qui nous demandons ces efforts supplémentaires. Ce n'est pas éternel. Nous espérons d'ailleurs nous faisons l'effort qu'il faut pour qu'on forme de plus en plus d'enseignants dans une dynamique qui est en cours, pour que dans les 10-15 ans à venir, le Bénin puisse produire autant d'enseignants pour satisfaire ses besoins. Mais nous ne sommes pas encore. Quand on dit c'est pas beau, il ne faut pas le faire, il faut attendre, il faut réfléchir, mais ça fait pas, c'est pas d'aujourd'hui le problème. Et je veux qu'on nous aide à apporter les améliorations nécessaires qu'il faut. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Vous savez, pour les enfants, parfois une année de perdu, c'est peut-être une vie qu'on perd. Combien d'enfants sont capables de traîner leur insatisfaction à l'école, de traîner leurs lacunes, de traîner leur démotivation sur 1 ou 2 ans, mais de continuer à garder leur personnalité et de devenir un homme complet demain. Ce genre d'embûches dans le parcours scolaire des enfants crée beaucoup de déchets. Moi, toutes les fois qu'un enfant, pas ma faute, pas la faute du gouvernement, pas notre faute, trébuche et sort du système, démotivé, il n'y a pas de quoi en être fier. Ça n'encourage pas à remettre à demain ce que le devoir nous appelle à régler immédiatement. C'est pour ça que je ne peux pas attendre. Et le gouvernement ne remettra pas à demain une solution qui paraît à notre portée. Si, à défaut des 30 heures, vous me dites aujourd'hui, parce que nous, on a beaucoup travaillé là-dessus, si vous êtes disposé à travailler aujourd'hui, moi je veux bien. Passer toute la journée, jusqu'à la nuit, sortir les statistiques, tout et tout, pour voir si à 29 heures, à 28 heures, nous parvenons à satisfaire les besoins de nos enfants. Si vous me le démontrez, je prends tout de suite.
je prends tout de suite. Mais les chiffres dont nous disposons nous forcent la main. Vous avez parlé de la bivalence. Moi, je dirais la polyvalence. Mais il ne s'agirait pas de demander à un professeur de mathématiques d'aller enseigner la philosophie s'il ne comprend rien. La bivalence ne veut pas dire qu'on va déployer dans les classes des enseignants à enseigner n'importe quoi s'ils n'ont aucune compétence dans le domaine. Mais est-ce qu'un professeur de philosophie, bon, brillant, parmi les meilleurs, est capable de tenir des enfants en français? Vous me direz non, parce qu'il n'a pas la méthode, il n'a pas la pédagogie qu'il faut, ce n'est pas la même chose. Mais moi je vous dirais qu'au lieu de laisser un enfant sans enseignant, au lieu de prendre un enseignant qui ne sait pas parler français du tout, je préfère prendre un professeur de philosophie qui est capable de rédiger, qui sait rédiger, qui sait structurer une pensée, qui sait par les verbes et la plume exprimer une pensée. Je vais dire qu'il est peut-être plus capable. Il vaut mieux que quelqu'un du genre tienne un enfant qui manque de professeur pour lui apporter les rudiments de l'expression écrite que de le laisser sans enseignant ou d'amener quelqu'un qui ne sait même pas parler français pour le tenir. C'est ça les problèmes auxquels nous sommes confrontés et nous parlons de polyvalence. Si la personne n'a aucune compétence, il n'y a pas de raison qu'on la déploie. Un professeur de mathématiques qui, effectivement, a fait des mathématiques jusqu'au niveau supérieur, qui a fait une licence ou un master en mathématiques, qui, je suppose, a fait physique aussi jusqu'en deuxième année. Mais est-ce qu'il est capable de tenir une classe de seconde en physique, avec un peu d'effort? S'il a le goût de la chose et qu'il s'y connaît là le minimum qu'il faut, je préfère le déployer pour tenir un enfant de seconde en physique, plutôt que de laisser l'enfant de seconde sans professeur du tout, ou bien d'amener un économiste lui faire de la physique. Nous ne sommes pas dans la situation idéale. Si nous avons l'idéal, mais pourquoi on renoncerait à ça? Non, nous allons chaque fois voir dans quelle mesure un enseignant a le meilleur requis dans telle matière, a le minimum requis dans telle matière. Et si quelqu'un, il y a des gens qui sont polyvalents, pourquoi on veut interdire que ceux qui ont la compétence polyvalente de pouvoir l'utiliser au profit des enfants? Il y a des professeurs qui sont professeurs d'une matière en temps standard, normal, et qui font des heures supplémentaires dans d'autres matières. Pourquoi celui qui fait des heures supplémentaires dans d'autres matières de manière satisfaisante, pourquoi ne peut-il pas accepter si l'État lui offre la possibilité? En tout cas, ce n'est pas obligatoire. Non. Votre préoccupation par rapport à la polyvalence, pour moi, elle n'est pas fondée. Dans l'environnement qu'est le nôtre, dans l'urgence dans laquelle nous sommes. Et c'est pour ça que je voudrais, si les ministres veulent bien, qu'après les explications, si vous avez des éléments constructifs à nous apporter pour faire quelque chose qui résout le problème sans l'aggraver, nous sommes preneurs et je vais leur demander donc de travailler avec vous jusqu'à 01h jusqu'au petit matin pour que nous ayons à disposition des éléments nous permettant d'améliorer ce que nous proposons. Monsieur Amoussou. Merci, Monsieur le Président de la République. Nous savons tous, quand nous venons ici aujourd'hui, nous sommes préparés pour faire de l'argument contre argument parce que nous savons que vous avez cela. Et que lorsque l'activité est logique, vous restez ouvert pour faire le débat. Vous allez recevoir des informations de vos collaborateurs, des personnes qui ne vous diront pas toujours toute la vérité, Monsieur le Président de la République. Vous ne pouvez pas, tel que nous vous connaissons, faire le choix de la quantité au détriment de la qualité. Et nous comprenons très bien quelle est cette volonté que vous avez
te paraît le plus pressé? Aujourd'hui, le timing de la mesure pose déjà problème. Le timing. Parce que 2 jours avant, le gouvernement, par la parole de ses ministres, nous a annoncé que les aspirants qui ont été en poste l'année dernière sont reconduits. Aujourd'hui, la réalité est que cette affaire de 30 heures est venue déstabiliser complètement une rentrée que vous avez préparée, que nous avons préparée. À la date d'aujourd'hui, si on donne les 30 heures, c'est que au moins 5000 enseignants à qui vous aviez déjà dit il y a quelques jours qu'ils allaient être reconduits vont perdre les heures qu'ils avaient. On peut faire mieux. Je suis persuadé que cet impact social, vous n'avez pas souhaité qu'il soit de cette qualité-là. Monsieur le Président, nous avons toujours demandé le recrutement pour juguler la pénurie. Au moins, ce reproche, on ne peut pas faire ça au syndicat parce que nous l'avons toujours demandé. Maintenant, vous avez fait un gros effort. Ça, nous l'avons reconnu tout à l'heure. Parlant de la compensation financière, c'est là où je voudrais vous expliquer. La compensation financière que le gouvernement présente et que nous avons déjà entendu les ministres présenter, n'en est pas une, Monsieur le Président de la République. Elle n'en est pas une parce que ce qui a été proposé aux aspirants aujourd'hui, c'est une compensation de 5% ou de 10% lorsque l'aspirant accepte d'être déployé en dehors du département où il a composé. Ça n'a rien à voir avec les 30 heures. Ça n'a rien à voir. Donc, si vous maintenez la mesure, vous verrez beaucoup d'aspirants qui vont accepter de prendre les 30 heures. Mais ça ne va pas apporter de la qualité, Monsieur le Président. Enfin, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que les statistiques qu'on vous a données ne me paraissent pas, à mon sens, crédibles. Parce que l'année dernière, lorsque vous avez démarré avec l'expérience des aspirants, le terrain a montré que les statistiques n'étaient pas fiables. Parce qu'il y a plusieurs établissements à qui on a envoyé des enseignants et qui ont été obligés de les retourner parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Comment a-t-on fait les statistiques? Sur quelle base a-t-on réparti les enseignants? Ce sont les réalités. Deuxième réalité, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la qualité. Mais Monsieur le Président, vous savez que nous avons plus de 5000 enseignants qui sont sortis, pour se certifier, qui sont sortis des écoles. On les a laissés pour la plupart et on allait prendre des gens qui ont des diplômes académiques. Commençons par là, pour voir si effectivement les efforts que le gouvernement fait n'ont pas permis déjà de couvrir une bonne partie de nos besoins. Peut-être qu'on verra à ce moment-là qu'on n'a pas besoin de couvrir autant de masse horaire que l'on vous présente. C'est ça les réalités aujourd'hui, Monsieur le Président. Je voudrais finir pour apprécier votre proposition tout à l'heure de dire on peut travailler sur les propositions que nous avons. Et je me dis qu'on aurait pu faire ça avant. Parce que cette volonté, vous savez bien que beaucoup parmi nous sont objectifs aujourd'hui pour faire les choses et accompagner le gouvernement sur un certain nombre de réformes importantes, de mesures importantes. Est-ce que dans nos ministères de tutelle, on n'aurait pas pu discuter pour voir quelle est la meilleure formule pour que nous puissions aller de l'avant, faire une rentrée sans autant de polémiques? On aurait pu éviter cette polémique-là. Et c'est ce que moi je déplore, plus que tout, dans cette mesure-là, et cette assise que nous sommes en train d'avoir. Si vous maintenez la mesure de 30 heures, vous allez agir sur la base d'informations qui ne sont pas avérées. Les réalités de terrain, aujourd'hui, il y a plusieurs matières, plusieurs disciplines dans lesquelles les besoins sont largement couverts, avec même du trop-plein. Posez la question au directeur général de l'ANATES. Les statistiques existent, Monsieur le Président de la République. Okay. Et il y a quelques disciplines dans lesquelles on n'a pas couvert. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller vers l'extrémité de 30 heures. Parce que si nous franchissons cette étape-là, nous revenons à l'ancien système que nous avons toujours déploré qui disait que, du temps de la République, on dit que tout cadre est enseignant. Vous ne voulez pas ça, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas vouloir ça.
Je vais finir, si vous permettez. Je veux comprendre quelque chose. Oui. Tant que vous parlez. Vous avez dit qu'il y a près de 5000 professeurs scientifiques qui ont été formés, qui Ils sont sortis des écoles. ne sont pas déployés. Oui. Ah bon? Professeur scientifique, professeur adjoint. Monsieur le ministre, c'est vrai? Dans la constitution de la base de données, tous ceux-là ont composé. Et nous avons constaté qu'il y a certains qui sont sortis des écoles normales supérieures qui n'ont pas atteint le seuil de réussite. C'est ce qui a été constaté. Mais c'est des gens qui ont composé, qui ont été évalués. Oui, il y en a, ils ont été évalués, et tous, ils ont été évalués. Est-ce qu'on parle de la même chose? On parle peut-être de la même chose, je ne sais pas. Peut-être qu'on parle de la même chose. Les informations que nous avons reçues la dernière fois de notre ministre du Thème, c'est qu'il y a des gens qui ont eu Dieu. En français, qui ont quand même été déployés. Qui ont été 3 en français qui ont quand même été déployés. Non, donc on parle de la même chose, c'est de ça que je parle aussi. Oui, justement, monsieur le président de la République. Et dans ces conditions, nous devons absolument aller vers ceux qui ont déjà une formation. Ils ne sont pas les plus nombreux dans la base de données aujourd'hui. Ils ne sont pas les plus nombreux. Et on prend une mesure, monsieur le président de la République. Vous nous avez habitués à beaucoup de rationalité dans les mesures que vous prenez. On prend une mesure qui vient violer un arrêté qui est là. Si on avait discuté en amont, on aurait proposé, ok, c'est la nouvelle mesure que nous allons prendre et adaptons le texte en attendant. Je veux qu'on s'entende sur une chose. Oui, et après ça, je crois que nous allons trouver un terrain d'entente. Parce que vous dites des choses qui m'interpellent. Oui. Est-ce que nous retenons que ceux qui sont dans la base de données sont ceux qu'il faut considérer comme potentiels enseignants à recruter? Ou bien vous remettez encore en cause la base de données? La base de données, elle est problématique aujourd'hui. Pourquoi? Elle est problématique pour la simple raison que l'autorité elle-même reconnaît qu'il y a des gens qui ne devraient pas y être et qui y sont. Ah bon? Qui a dit ça? Il y a des gens qui sont dans la base de données qui Et qui n'ont pas atteint le seuil. Ceux qui n'ont pas atteint le seuil ne sont pas dans la base de données. Mais ils ont été déployés, monsieur le président. Mais c'est ce que je vous dis. Je vais déployer. Écoutez, suivez-moi. Je vous rappelle mes propos. Nous avons déployé ceux qui sont dans la base de données et c'est avéré que c'était insuffisant. Et les gens ont recruté en complément d'autres personnes qui ne sont pas dans la base de données donc, mais qui n'ont pas du tout le niveau, qui n'ont pas le minimum requis pour compléter ceux qui ont été déployés à partir de la base de données. Et c'est ça que je parle. Et je dis pour moi, il faut rester exclusivement dans la base de données. Si nous avons évalué les gens, nous estimons que ce sont ceux qui sont capables. C'est à ceux-là qu'il faut confier les enfants, quitte à augmenter le nombre d'heures au-delà même du standard. Mais je ne peux pas accepter que certains enfants soient confiés à des gens qui ont montré qu'ils n'ont aucune connaissance dans le domaine. En attendant, nous dessus d'abord, nous allons voir la suite de vos propositions. Oui. D'accord avec vous, monsieur le président de la République, qu'on ne peut pas confier les enfants à n'importe qui. C'est des gens qui n'ont pas montré qu'ils maîtrisent ce qu'ils vont enseigner. Mais ceux qui ont été déployés et qui sont dans la base de données et que le terrain même a refusé parce qu'ils sont venus en surnombre dans des écoles, dans des collèges. C'est mauvais planning, vous avez raison là-dessus. Si on les prend en compte, c'est mauvais planning. Voilà, si on les prend en compte, on résout le problème partiellement. On relativisera les statistiques que vous avez données. Je suis d'accord avec vous. Donc il faut d'abord faire ce travail-là. Tout à fait. Et donc si on fait ce travail, je suis persuadé que vous allez revenir vers notre position de faire le choix de la qualité plutôt que le choix de la quantité. D'accord. Monsieur Chadalé. Oui, Monsieur le Président. Dans la base de données, si vous prenez 4 enseignants, vous avez 3 qui sont sortis des facultés et 1 de l'école normale. Donc des gens qui ont un profil d'enseignant, mais qui ne sont pas formés au métier. Il y a plus de 5000 professeurs certifiés et adjoints. Nous avons les listes. Qui ne sont pas dans cette base de données, qui ne sont pas utilisés. Si on veut la qualité, on peut recourir à cela. Donc, quelque part, dire que, bon, on a un problème, on n'a pas le personnel qu'il faut. Et je vous comprends, vous voulez que tout le monde puisse, que les enfants puissent avoir des professeurs dans les différentes matières. Mais ici, on peut régler ce problème-là en recrutant ceux qui sont sortis de l'école normale, qui ont les diplômes
qui sont formés pour le métier. Je vais poser une question. Et les matières comme, il y en a 3 problèmes. On a des problèmes dans certaines matières comme le français, mathématiques, SPCT, et le sport. C'est les 4 matières où il y a problème. Les autres, ils sont en surplus. Et il y a des gens qui sont sortis, qui sont sortis des écoles normales, qui sont là à la maison et qui sont obligés d'aller dans le privé. Si nous évaluons des enseignants qui sont déployés, qui sont déjà déployés, qui ont donc acquis un peu de métier, si nous les évaluons, pourquoi voulez-vous qu'on n'évalue pas ceux qui doivent rentrer dans le métier? Et comme ça que nous avons dit, pour régler ce problème de qualité des enseignants, il faut que n'importe qui se déclarant intéressé par l'enseignement ne soit pas déployé. C'est parce que les gens nous ont présenté un diplôme. Il suffit que quelqu'un nous dise, j'ai fait une école normale privée. Est-ce que vous savez de quoi il est question? Combien de gens sont sortis des écoles normales, mais qui n'ont absolument aucune compétence, avec un diplôme en main? Vous savez, non? Oui. On a vu des gens prendre des diplômes, ils ne savent ni lire, ni écrire, diplômés. Et vous voulez que, parce que quelqu'un a pris un diplôme, on le déploie. Le seul moyen que nous avons, en tant que responsable, c'est de dire, bon, ok, pour ne pas distinguer, parce que parfois, le diplôme n'est pas un faux, mais c'est un diplôme de complaisance. Alors, quand un diplôme n'est pas un faux, mais un diplôme de complaisance, quel est le moyen dont nous disposons pour détecter le diplôme de complaisance? Quelqu'un n'a jamais été dans une université privée parce qu'il a payé, eh bien, le directeur de l'école normale ou du cours en question lui délivre un diplôme. Alors, par quel moyen nous pouvons distinguer les diplômes de complaisance et les diplômes qui attestent vraiment de la compétence de quelqu'un, si ce n'est par des évaluations? On fait des évaluations. Nous convenons dans le principe général de comment il faut évaluer les potentiels enseignants de tel ou tel niveau. Et les matières qu'il faut évaluer les gens, on a convenu avec vous. C'est le même principe qu'on a utilisé pour faire les évaluations, pour nourrir la base de données des potentiels enseignants du collège. Aujourd'hui, c'est ce dont nous disposons. Et vous nous recommandez, vous nous dites de laisser tomber ça, et puis de recruter les gens sur la base de leur déclaration de compétences. Et nous disons ceci. Puisque nous avons une certaine connaissance, même si elle n'est pas parfaite, du niveau des aspirants, de ces enseignants, ceux qui sont dans la base de données, qui ont été évalués, on a fait un appel public. Les gens sont inscrits, des milliers de personnes. Ils ont été testés, évalués, de manière transparente. Je sais qu'il n'y a aucune contestation, je n'en ai pas vu en tout cas, sur la manière dont les gens ont été évalués. Et les gens ont été sélectionnés, triés, et on a recensé ceux qui disposent du minimum. Ceux qui sont très bons, on en a vu, il y en a qui sont très très bons, il y en a qui sont moyennement bons, il y en a qui sont à peine bons, il y en a qui sont vraiment à la limite. Nous avons dit, puisque le besoin est important, nous prenons même ceux qui ont vraiment le strict minimum. Cela aujourd'hui, je conviens avec vous que le nombre d'heures qu'on nous a fixé, ça laisse certains d'entre eux sur le carreau. Si on fait les calculs et qu'on n'a pas besoin de 30 heures pour occuper tout le monde, pourquoi on va s'accrocher aux 30 heures? Ce n'est pas du fétichisme. On s'est peut-être trompé dans le calcul. Si il est prouvé qu'on s'est trompé, on va reculer. Ce n'est pas la première fois que moi je change d'avis. Moi j'ai l'habitude, quand je me rends compte que je me suis trompé, je change d'avis. Si on s'est tous trompés, si les ministres et collaborateurs n'ont pas eu les données comme il faut, si on s'est planté, ben, on va se faire les remontrances entre nous. Et puis nous allons constater que on s'est trompé. Et puis bon, il n'y a pas de problème. Personne n'est Dieu, personne n'est parfait. Nous allons corriger. Mais retenons que on ne peut pas aller au-delà de ceux qui disposent du minimum après évaluation, que cela va le déployer et qu'on va le déployer entièrement. Puisque nous avons besoin d'enseignants, nous avons un nombre d'enseignants disponibles. Pourquoi nous allons prendre certains d'entre eux et les surcharger et laisser d'autres à la maison? Non. Ce n'est pas du tout notre volonté et notre stratégie. Je crois même qu'il n'y avait plus de débat alors, puisque avec ces interventions, je comprends qu'on ne se comprenait pas très bien. Nous nous disons simplement que
nous allons utiliser tout ce que nous avons sous la main pour satisfaire presque tous nos besoins. C'est tout. Maintenant, en termes de compensation financière, est-ce que le fait qu'on accorde quelques primes aux gens à cause de l'éloignement, qui n'était pas une obligation, vous le savez très bien, quand vous faites un contrat d'adhésion avec quelqu'un d'entrée de jeu, vous n'avez aucune obligation. Nous proposons, voilà ce que nous proposons aux gens. Les aspirants, ce n'est pas des fonctionnaires. Ce n'est pas des fonctionnaires. Donc, nous pouvons faire une proposition financière en disant, nous voulons vous recruter, vous habitez Cotonou, vous vous recrutez à Corvin ou bien à Grand Popo ou à Parakou, à Malanville. Nous pouvons dire aussi que nous vous prenons pour la moitié de l'heure à Cotonou, la moitié de l'heure à Boyko, et sans compensation. Si vous voulez travailler 2 jours à Cotonou, 2 jours à Parakou, vous avez le moyen, vous y allez. On n'est pas tenu. Non. L'État est un contractant avec ses réalités. Si l'État avait tous les moyens du monde, mais c'est le paradis, on n'hésiterait pas à donner à tous les Béninois ce dont ils ont besoin. Mais quand l'État n'a pas les moyens, l'État c'est vous, c'est moi. C'est avec les impôts des uns des autres que nous réglons les problèmes qui se posent à nous. Problèmes d'électricité, d'eau, de santé, d'éducation, de sécurité. Donc nous regardons comment arbitrer au mieux. Et nous proposons aux gens, par rapport à ce qui se faisait, vraiment, nous n'y sommes pas. C'était de l'escroquerie à la limite. Où nous prenons de l'argent aux Béninois pour satisfaire les besoins d'éducation et nous le faisons à peine au tiers ou au quart. C'est comme si l'État faisait de l'escroquerie aux concitoyens. Donc nous demandons que voilà le nouveau contrat que nous proposons à ceux qui veulent bien. C'est après on doit laisser. Nous disons que c'est des gens qui on a constaté que même l'État les employait au noir. On emploie des gens qui ne sont pas déclarés, qui ne sont pas à la CNSS, à qui on ne cotise pas. Nous disons que maintenant, l'État prendra en charge les cotisations, y compris leur part, en augmentant même les revenus qu'ils avaient par rapport à l'année précédente. Nous avons apporté une certaine compensation financière pour les améliorer les conditions de travail, pour les sortir de la précarité. On n'a pas tout satisfait. C'est vrai, on ne va pas payer 12 mois sur 12, mais nous sommes sur le chemin. Il n'y a pas de raison que ça se passe bien. On les titularise. On a une belle expression à laquelle on a été habitué, mais on va la reverser. Nous sommes sur le chemin. Mais il faut permettre que nous évoluions vers cela. Il ne faut pas bloquer la bonne intention du gouvernement de régler le problème des enfants, mais également de rendre durable l'emploi dans lequel les aspirants veulent s'intégrer. Donc, c'est un processus avec les moyens que nous disposons, et je veux noter avec vous, et je suis heureux que donc on ait fait ces discussions, on a parlé à d'autres, qu'il y a peut-être des erreurs dans les évaluations qui ont été faites. Nous allons corriger ces erreurs, si cela est vrai, et nous allons voir à quel niveau d'exigence il faut soumettre nos contractants pour satisfaire les besoins de nos enfants, tout en restant dans le convenable. Je pense que tout le monde est ouvert à cela. Si on s'est trompé, on va corriger. Merci. Oui. Monsieur Ajani. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais juste dire que disposer à faire cet exercice avec votre équipe pour qu'on voit ensemble comment est-ce qu'on allège ça. Le souci, ce n'est pas d'alléger, le souci, c'est de régler le problème qui se pose. Oui. À la crèche de nos enfants. Non, je suis d'accord avec vous, mais je crois que dans tous les cas, nous on sait qu'il y a possibilité d'alléger parce que les données que nous avons permettent ça. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je voudrais mettre dans la balance, on a, au niveau de la base de données, il y a toutes les informations pour aller dans les exigences que nous sommes en train de faire. Tant mieux. Troisième élément, ça c'est une requête, parce que le ministre a présenté l'indexation du taux, enfin du pourcentage à l'allocation comme étant une prime de zone déshéritée. À notre entendement, que vous soyez professeur adjoint ou certifié, en fait c'est l'environnement qui est déshérité de notre point de vue. Et comme les gens ne gagnent pas la même chose, et c'est préférable qu'on puisse avoir un taux fixe
le prime de zone déshéritée que de vouloir l'indexer à l'allocation que l'on paye aux gens. C'est une requête. Vous savez, je ne suis même pas d'accord sur cette prime-là. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Sur le principe, je ne suis pas d'accord. Les Béninois qui vivent dans un arrondissement éloigné de Kalimaman, vous croyez qu'ils ne paient pas les mêmes impôts que ceux qui sont à Cotonou? Quand ils achètent un médicament, un produit importé, ils payent les mêmes taux de douane. N'est-ce pas? Et ils n'ont pas droit à l'enseignement de qualité pour leurs enfants dans ce village. Pourquoi le Béninois, qui doit être payé par l'impôt de celui-là, quand il va là-bas, il dit non, je suis dans une zone hostile. Je veux une prime particulière pour venir ici. Pourquoi? Théoriquement, les travailleurs de l'État, c'est un sacerdoce. Ils doivent être disposés à être déployés partout où le besoin se fait sentir. Sans que l'État ne dise, dans cette zone, c'est un principe qui permet à l'État de se soumettre aux exigences de ses agents. Parce que vous êtes béninois, mais vous dites je suis béninois que de Cotonou. Je ne suis pas béninois de Materi, je ne suis pas béninois de Waki. C'est pas normal. Non. Et c'est une façon de sacraliser le défaut de patriotisme. Je ne veux exister comme béninois, faire des machins, que si je suis dans un environnement de confort. Et il faut que l'État alloue des ressources complémentaires pour vous accompagner, faire d'aller vivre dans une région de votre pays, qui est une région où il y a moins de confort qu'une autre. Le principe est pervers. Mais bon, nous ne sommes pas sur cette terre venus pour tout régler du jour au lendemain. Donc, ça va persister. Mais je dis encore une fois que la proposition qu'on fait aux gens, en disant, si vous n'êtes pas habitué à vivre dans un village, et que vous voulez aller travailler dans le village, ce n'est pas votre zone de vie normale, standard et consort, on va vous donner une prime pour y aller. On a accepté de le faire, c'est quand même appréciable. Parce qu'avant cela, il n'y a aucune obligation entre l'aspirant, entre le vacataire et l'État. C'est un package que nous proposons, c'est à prendre ou à laisser. Non, il ne faut pas évoquer ces choses-là comme étant des propositions qui n'apportent rien de plus de moins par rapport à quelqu'un à qui on les propose. Non. Oui, Monsieur le Président. Pour moi, si le gouvernement a décidé de mettre ça dans le paquet d'éléments d'attrait, la logique veut que simplement nous tenions compte de ce que c'est l'environnement qui est visé et non les diplômes, les qualifications que les gens ont amenés là. Je voudrais m'en arrêter là en disant que sur le principe de résorber le déficit en enseignant, je crois que nous nous accordons, sur le principe de faire en sorte que tous les enfants béninois accèdent à l'éducation où qu'ils soient, là aussi il n'y a pas de problème. Et je voudrais dire une fois encore que nous sommes disposés à faire ce travail pour qu'effectivement les éléments que nous avons, on puisse les verser à votre équipe et qu'ensemble on trouve les solutions qui permettent vraiment de juguler la situation. Merci pour votre disponibilité. Je parle de ça, nous allons travailler avec vous pour sortir de cette ambiance-là. Merci. Oui. Merci, Monsieur le Président de la République. Je m'associe à tous les mots de mes prédécesseurs en ce qui concerne les efforts que vous fournissez au quotidien pour le bien-être des Béninois. J'ai voulu intervenir seulement sur 3 aspects de la question en discussion. Premièrement, en ce qui concerne le coût social de la mesure, vous avez tout à l'heure exprimé toute votre volonté de voir les enfants, les petits-enfants du Bénin accéder à une éducation de qualité. Ce que moi je voudrais relever, c'est que ces aspirants, il y en a parmi ceux-là, suite à l'annonce qui a été faite lors des négociations, qui étaient peut-être à Cotonou, et parce qu'ils ont eu l'information de ceux qui sont reconduits pour l'année, ont déjà voyagé peut-être pour se retrouver à Karimama. Et qui du jour au lendemain doivent revenir, peut-être qu'ils n'ont même plus les moyens pour revenir. Le deuxième aspect sur lequel je voudrais intervenir, c'est par rapport au processus de l'évaluation.
Nous avons déjà expérimenté sur une certaine durée, peut-être que cette durée n'est pas encore suffisante, mais sur une certaine durée, le processus de l'évaluation. Et lorsqu'on va pour une composition, vous le savez, Monsieur le Président, il y a plusieurs facteurs qui déterminent le rendement que vous fournissez ce jour-là. Et je me dis que c'est à juste titre que nos enseignants, pour pouvoir qualifier le niveau que nous avons peut-être au bout d'une année, nous soumettent à plusieurs évaluations. Certainement que le niveau dans le pays a dégringolé, mais je suis sûr qu'en réfléchissant à une amélioration de la procédure du processus d'évaluation, nous verrons peut-être encore quelques-uns qui sont bons et qui peut-être à cause d'un facteur ou d'un autre facteur, ce jour-là, n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu. Et je voudrais solliciter respectueusement que nous réfléchissions également dans ce sens, pour voir si réellement ceux-là qui n'arrivent pas à franchir les étapes de cette évaluation-là sont effectivement mauvais. On en trouvera. Ça, c'est pas tout de suite, mais c'est à moyen terme. Et je voudrais finir en exprimant, en vous remerciant pour l'ouverture dont vous avez fait preuve et qui nous permettra de réfléchir ensemble, d'apporter quelque chose à la réflexion et vous dire encore une fois que nous sommes disponibles pour quand même participer à cette réflexion-là, dans le sens de trouver une solution aux problèmes qui se posent. Et dire encore une fois, comme l'a dit le SG Amoussou, que nous avons opté pour le dialogue. Parce que nous croyons en la vertu du dialogue. Je vous remercie. Merci infiniment. Oui, madame. Merci, Monsieur le Président de la République. Je vous remercie beaucoup pour les efforts que vous fournissez pour l'amélioration de l'éducation de notre pays depuis votre avènement. Si vous nous avez invités ici, c'est pour avoir la solution à la crise qui se pose à nous. Et je pense que la solution serait là, du moment où nous sommes en train de nous comprendre, de comprendre là où nous pouvons trouver les solutions en essayant d'être ensemble et de jeter les idées. Merci, Monsieur le Président de la République. Le SGIRSTV a donné un exemple tout à l'heure, parce qu'avec cet avènement de 30 heures, des enseignants aspirants qui étaient déjà en poste l'année dernière et qui ont eu comme promesse d'être reconduits, ont regagné leur lieu de travail de l'année dernière et se sont retrouvés sur les carreaux. Monsieur le Président de la République, moi je voudrais lancer un appel pour que ces jeunes aspirants qui ont déjà fait cette expérience-là puissent être reconduits. C'est également là le capital de l'expérience. Monsieur le Président de la République, je vous remercie. Je vous le dis de manière ferme, aucun aspirant déployé précédemment, déployé l'année dernière et figurant effectivement la base de données ne sera laissé sur le carreau. Aucun. Aucun. Tous les aspirants qui ont été évalués quelques années précédemment et qui ont le niveau minimum requis, qui sont de la base de données, et surtout qui ont été déployés l'année dernière, seront tous reconduits. Je crois que là-dessus, il y a eu un problème d'incompréhension, ou alors les 30 heures et les calculs aboutissent à ce que certains soient sur le carreau. Et c'est le cas, ça va être corrigé. Et les 30 heures, comme je l'ai dit, ce n'est pas du fétichisme. Si à 18h, à 20h, on est réglé, pourquoi nous allons dire c'est 30 heures ou rien? Pourquoi? Le seul souci que nous avons, c'est pouvoir donner à chaque enfant l'opportunité d'avoir un enseignant dans chaque matière. C'est tout. C'est ça qui nous a amené à faire des calculs et à dire, en déployant tous nos aspirants, nous parviendrons à satisfaire ce besoin que à condition des 30 heures. Si on s'est trompé dans le calcul, il n'y a pas de problème. Je voudrais vous rassurer là-dessus, rassurer tout le monde, et que vous soyez le porte-parole pour que cette explication soit portée au plus grand nombre. Aucun aspirant ne sera laissé sur le carreau.
Moi, j'ai espéré de tous mes voeux que l'année scolaire 2020-2021 soit l'année de pleine satisfaction de nos besoins en enseignant sur le terrain. C'est pour ça qu'on a refait encore une évaluation pour nous la base de données il n'y a pas longtemps. Parce que nous voulons recruter. L'État veut recruter. Mais malheureusement, on ne peut recruter que ceux qui ont le profil. Je veux conclure en notant que vous avez bien compris le plan que nous sommes confrontés et nous allons voir comment déployer tous ceux qui sont dans la base de données à la satisfaction de tous nos besoins en matière de présence d'un enseignant dans chaque classe par matière. Merci, Monsieur le Président de la République. Et avant tout propos, permettez-nous de saluer votre sens d'écoute, le caractère proactif que vous avez. Nous quitterons ici avec la joie au cœur pour annoncer à nos collègues préinsérés que le président, notre papa nous a écoutés. Et nous profitons en même temps pour vous demander que notre contrat soit de 12 mois sur 12 au lieu de 9 mois. Parce que après 9 mois de cours, nous tombons directement en chômage et à la reprise des cours, nous n'avons pas de mesures d'accompagnement. Je vous remercie. Merci. Merci pour votre disponibilité, votre patriotisme. Parce que je note que si la décision qu'a été prise de vous occuper à 30 heures par semaine est peut-être modifiée, parce qu'on l'a dit ici, si les données nous recommandent de modifier cela, on va le faire avec plaisir. Et je pense que ça risque d'être le cas. Et si c'est ainsi, je veux noter déjà qu'en retour, vous allez donner le meilleur de vous-même pour l'éducation de nos enfants, malgré les conditions de travail qui ne sont pas les meilleures. C'est vrai, jusqu'à l'heure où nous parlons, et pour l'année prochaine encore, vous allez travailler dans les conditions qui sont presque les mêmes. Le contrat il est encore de cette nature, malheureusement. Vous travaillez 9 mois, vous êtes payé 9 mois. Mais notre ambition est que ce ne soit plus un contrat à la tâche. Vous n'êtes pas le seul, hein. L'État a beaucoup de contractants du genre à la tâche. Mais pour le domaine dans lequel vous êtes, pour le besoin de construire une carrière en accumulant l'expérience, le savoir-faire et bénéficier de la formation que l'État peut apporter, il n'est pas de notre intérêt que ça continue d'être une prestation payée à la tâche. Nous avons cette ambition, mais il y a beaucoup de paramètres qui permettent d'y aller tout de suite ou non, ou d'y aller que demain ou après-demain. Le bout de chemin qui reste, je vous garantis que nous allons le faire. Mais vous nous donnerez beaucoup d'envie et d'enthousiasme à le faire si vous nous accompagnez pour la satisfaction des exigences de la nation. Donner un enseignant à chaque enfant. Si vous nous accompagnez, vous pouvez être certain que c'est avec enthousiasme et beaucoup de bonheur que nous allons franchir le peu de chemin qui reste. C'est à cela que nous appelle le patriotisme, chacun de nous. Merci. Ouais. En fait, je fais le constat qu'on a eu de très bons échanges. C'est bref, mais je pense que ça a été suffisamment intense pour nous permettre de sortir de cette salle un peu moins tendue qu'on était en arrivant. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que c'est dans ces conditions que nous, en tant que syndicat, nous pouvons nous sentir utiles et heureux de participer au développement de notre pays. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes des partenaires. Et ça, si moi j'ai organisé cette rencontre aujourd'hui, vous savez que c'est bien dans ce cadre-là. Toutes les fois que nous aurons l'occasion de vous associer à nos réflexions, nous ne manquerons pas de le faire. Nous sommes les travailleurs
bientôt, je crois que vous avez déjà envoyé le projet de budget à l'Assemblée nationale. Et est-ce que nous aurons une petite augmentation de salaire pour tenir compte justement de l'environnement aujourd'hui? Est-ce que c'est prévu dans le budget? Si vous êtes présent et le ministre des Finances est présent, on ne pourrait pas rater cette occasion-là de vous poser cette doléance. Merci, Monsieur le Président. Je crois que le moment est en train d'arriver, mais n'est pas encore arrivé. Les compléments budgétaires vous concernant les travailleurs, concernant les agents de l'État, si nous avons plus de marge pour le faire, j'ai dit une fois que nous allons lutter d'abord à combler les déficits dans l'enseignement de la santé. Recruter au maximum de l'enseignement et de la santé pour satisfaire les besoins de base, prioritairement. Et toutes les fois que l'évolution du pays, l'augmentation de notre performance économique globale nous permet d'avoir plus de revenus, plus de ressources au niveau de l'État, parce que vous payez plus d'impôts, il faut vous en féliciter. Toutes les fois que, en regardant les investissements indispensables, nous avons un peu plus de marge. Pour ça, nous voulons consacrer cette marge-là à satisfaire les besoins de base en matière de personnel d'État, santé, éducation, prioritairement. Donc, dans notre plan en cette matière, nous ne sommes pas loin d'avoir les moyens de satisfaire les besoins de l'enseignement primaire, secondaire, universitaire. C'est d'ailleurs un peu le cadre dans lequel nous sommes. Et pour la santé, je crois qu'en fin 2020-2021, nous allons taper aussi un grand coup dans le recrutement pour satisfaire les besoins de base minimum. Je pense qu'après ça, chaque fois qu'il y aura un petit plus, ce sera pour améliorer les revenus, les salaires des travailleurs. Mais aujourd'hui, nous commettrons une erreur monumentale en laissant autant de déficit de personnel dans ces deux domaines et au même moment, nous pouvons augmenter les salaires. C'est très simple. Hein? Mais dans notre planification, on n'est pas loin. Je ne sais pas si monsieur le ministre, on y est déjà, ou bien si c'est dans quelques mois, dans quelques 1 ou 2 ans maximum, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Peut-être même que très vite, vous le constaterez, et nous allons en train de vous annoncer ça. Oui. On espère qu'avant la fin du mandat, même si c'est 1 franc là, on peut dire, pendant les 5 ans, on a eu quelque chose sur le salaire. Même si ce n'est pas qu'un geste soit fait, s'il vous plaît. Pour la fin du mandat? Oui. Je vais tout gâter si je fais ça. Non, ce serait pas c'est un populiste. C'est pas un populisme, c'est un populiste. Toutes les fois que j'agis, c'est dans l'intérêt général et dans l'intérêt supérieur de la construction de la nation. Et non, juste parce que j'ai envie d'avoir un mérite. J'ai envie de, comme on m'adule particulièrement pour avoir fait un acte particulier, non. Je voudrais être apprécié sur le bilan global et non sur une action d'un jour juste pour faire plaisir. Mais ce que vous êtes tellement fondé. Mais malheureusement, nous ne pouvons partager que ce que nous avons. Et c'est pour ça que je vous prie donc d'être porteur même de cette dynamique globale qui est que nous devons faire les efforts de satisfaire les besoins fondamentaux de base. Une fois que nous avons le strict minimum, et vous habitez une maison, il n'y a pas de toit. Mais oui, vous dites que moi, je vais manger de la dinde tous les dimanches. Et il n'y a même pas de toit. On a dit non. On va continuer de manger peut-être le doravi en attendant tous les dimanches jusqu'à ce que nous ayons un toit. Et après ça, nous allons commencer à manger de la dinde tous les dimanches. C'est pas plus que ça. Le confort, améliorer les conditions de vie, améliorer ça, les revenus, c'est un besoin humain, c'est un besoin normal. Mais parfois, il faut pouvoir donner à nos concitoyens la possibilité que chacun puisse avoir un minimum de soins médicaux quand les gens sont malades, que les enfants aient à l'école, que les gens aient de l'eau à boire, que celui qui a de l'eau, qui a une voiture, permette que celui qui n'a pas de l'eau du tout, celui qui n'a pas de piste dans sa région, puisse avoir une piste pour évacuer sa production, pour avoir de l'eau pour vivre en bonne santé. En attendant qu'on permette à l'autre
de changer sa voiture. Merci beaucoup. Bon après-midi.